y a près de 70 ans, ces hommes venaient à peine de quitter les bancs de l'école. En un clin d'œil, vous cessiez d'être un gamin. Et vous deveniez un homme. Si jeune et déjà entraîné au cœur d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire, la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. Quelques survivants, aujourd'hui dans l'hiver de leur vie, sont toujours parmi nous un peu partout. Aussi discrets que rares. Il sera bientôt trop tard pour entendre le récit de cette aventure par ceux qui l'ont vraiment vécu. Des cadavres allemands, canadiens, britanniques. Les odeurs, la puanteur. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Depuis le débarquement sur les plages normandes, aux âpres combats de la bataille des Ardennes dans les rigueurs de l'hiver, jusqu'à la découverte des horreurs nazies à travers l'Europe. Comment des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains? Comment? Nous écouterons leur histoire, racontée avec leurs mots, et non ceux des généraux et des historiens. Après toutes ces années, je m'en remets toujours pas. Là où existent des images d'archives, nous découvrirons où ils ont combattu. Et à défaut, nous utiliserons de vraies bombes et de vraies armes pour comprendre ce qu'ils ont traversé. Voici l'histoire de la dernière année de la guerre de 39-45 en Europe, racontée par ces derniers héros. Lorsqu'on est simple fantassin, le pire, ce sont les conditions de vie. Je passais la plupart de mon temps dans un trou. Décembre 1944, au cœur des Ardennes, à la frontière allemande. Le jeune soldat Arnold Whittaker, 19 ans, est terré dans son trou. Pour passer le temps, on essayait de l'aménager. On l'agrandissait, on trouvait toujours de la paille ou quelque chose dans ce genre pour en tapisser le fond. Avec des brindilles, on accrochait aux parois des photos de stars d'Hollywood, comme Rita Hayworth. On creusait un petit trou au fond pour ranger notre gamelle. Le plus ironique, c'est que ce trou avait en réalité tout d'une tombe. Originaire du Michigan, Arnold n'avait jamais quitté les États-Unis. Peu après son entraînement de base, il est directement envoyé au front. Dès la première nuit, j'ai été pris sous une avalanche d'explosions. Mortiers, lance-mines, canons de 88. Les tirs touchaient les arbres et une pluie de métal brûlant vous retombait dessus. Beaucoup de gars ont été blessés par les écharpes projetées comme des flèches par les détonations. Une explosion a soufflé mon casque. Une autre m'a enlevé mon fusil des mains. J'étais un gamin de 19 ans à quatre pattes dans le noir. Sans votre casque et votre fusil, vous êtes perdu, vous ne servez à rien. Vous n'êtes plus que de la chair à canon.
Et au bout d'une journée, j'étais déjà un vétéran. Les Alliés se sont battus sur les plages de Normandie. Ils ont survécu aux affrontements sanglants d'Arnhem. Et ils ont poursuivi les troupes ennemies en déroute jusqu'à la frontière allemande. La ligne de front s'étend désormais des Pays-Bas à la Suisse. Les généraux se fixent un nouvel objectif: percer la ligne Siegfried, 640 km de fortifications férocement défendues, dernier rempart avant d'atteindre le cœur de l'Allemagne. Les combats se concentrent alors dans les denses forêts ardennaises. Nous savions que l'hiver était proche. Il est arrivé d'abord sous la forme d'un vent glacial, puis de quelques flocons. Mais les flocons étaient en fait de véritables petits grêlons. Cet hiver sera l'un des plus froids jamais enregistrés. L'acheminement de vivres et de matériel est souvent impossible. Nous n'étions pas équipés. Nous n'avions pas de parka. Tout ce que nous avions, c'était un fichu manteau qui, une fois trempé, pesait une tonne. Ils nous ont dit de mettre notre impair en plastique par-dessus. Mais c'était pire. On ne pouvait même plus bouger tellement il était rigide. Alors on a pris leurs parkas aux prisonniers. Nous avons appris que les troupes à l'arrière avaient des parkas, des casquettes et tout ce qu'il fallait. Ils avaient reçu tout ça et ils les avaient gardés pour eux. Au front, nous, on n'avait rien. Autant vous dire qu'à la première relève, les gars de ma division leur sont tombés dessus pour leur piquer leurs chaussures et leurs parkas. Dès qu'ils en voyaient un avec ça sur le dos, ils le foutaient par terre. Il faisait si froid que nos rations étaient gelées. On avait des petites cuillères en bois qui se brisaient à cause du froid. On a donc récupéré des cuillères en argent qu'on gardait dans une poche. Pour les laver, on se contentait de les passer dans la bouche avant de les ranger dans notre poche dégoûtante. Résultat, on s'est tous retrouvés avec la dysenterie. Quand on a la dysenterie, on ne dit pas à Mère Nature, si on pouvait remettre ça à plus tard, ce serait idéal. Non. Si vous deviez vous soulager alors que des tirs d'artillerie vous arrivaient dessus, vous étiez obligé de faire dans votre pantalon. C'était une question de vie ou de mort. Les conditions sont terribles. Les trous et les tranchées ne suffisent pas à se protéger. Les obus allemands qui explosent dans les arbres projettent des volées d'échardes mortelles. On était terrifiés. Les explosions au-dessus de nous causaient toutes sortes de mutilations. Certains perdaient un membre ou une partie d'un membre. À l'âge de 16 ans, lassé par son travail dans une usine de munitions, Bill Edwards ment sur son âge pour s'engager. Il devient brancardier dans le 1er bataillon Worcestershire Régiment. Je me souviens d'un gars que je connaissais bien. Il n'avait plus du tout de peau dans le dos. Il était au plus mal, il souffrait le martyre. Je lui ai donné de la morphine. On ne pouvait pas couvrir la plaie, elle était beaucoup trop grande.
Je lui ai donné 2 doses de morphine. Il me suppliait de mettre un terme à ses souffrances. J'ai dû lui répondre que je n'avais pas d'armes et que de toute façon, il allait s'en remettre. C'était un mensonge éhonté, évidemment, parce que je savais bien qu'il n'allait pas s'en sortir. Âgé de 17 ans, lorsqu'il ment lui aussi sur son âge pour s'engager, le soldat Carl Beck, originaire du Missouri, rejoint la 101e division aéroportée. J'étais un bleu à qui on avait confié une mitrailleuse. Et je ne laissais personne d'autre y toucher, croyez-moi. J'avais même fait faire un pochoir pour apposer l'inscription « Jivin Jones » sur le côté de mon arme, en l'honneur d'une jeune fille que je fréquentais au lycée. Carl et sa mitrailleuse viennent de traverser la France depuis les plages de Normandie. Le trafic aérien bloqué, ils se retrouvent alors prisonniers d'une forêt glaciale. J'étais dans mon trou, j'avais installé John et j'avais avec moi un gamin qui me servait d'assistant. On nous a prévenu que du courrier était arrivé, alors je lui ai dit « Reste ici, je vais chercher le courrier ». Il se trouve que le gamin avait reçu un paquet qui, vu le trajet qu'il avait accompli, était déjà dans un sale état. Donc je suis retourné vers le trou avec le courrier et son paquet dans les bras. Les tirs de concentration ont commencé. J'ai été projeté au sol et le paquet s'est ouvert. En est sorti une barre de céréales, un truc délicieux, plein de calories. Et vous voyez, la guerre nous fait perdre tout sens moral. À cet instant, j'ai su d'instinct que le gamin était mort. J'ai ramassé la barre de céréales et je l'ai mangée. Et bien sûr, quand je suis arrivé devant le trou, il était mort. Je ne me souviens même pas de son nom. Je l'ai oublié. La guerre vous change. On vit comme des animaux et on se comporte comme des animaux. On finit par s'en remettre lorsqu'on retourne à la civilisation. Je me réveillais parfois la nuit en criant « Ils arrivent, ils arrivent ». Tout ça est derrière moi maintenant, mais on n'oublie jamais. On n'a pas envie que ça recommence. Et on n'oublie jamais. Combattant au cœur de l'hiver le plus froid depuis des décennies, les Alliés poursuivent leur avancée. Ils foncent sur la ligne Siegfried. Alors que les Soviétiques progressent à l'est, la Wehrmacht perd du terrain sur les deux fronts. Contre toute attente, Hitler tente le tout pour le tout et amasse secrètement des troupes et des blindés derrière la ligne de front occidentale. Puis, le 16 décembre 1944, il lance une contre-attaque massive et repousse les Alliés à travers les Ardennes jusqu'en Belgique. C'est le début de la bataille des Ardennes. Au lieu de poursuivre une armée en retraite, les Alliés déjà épuisés se retrouvent soudain face à des troupes allemandes expérimentées et revigorées. Alors qu'une division alliée vient d'être débordée, le bataillon du jeune Arnold Whittaker est envoyé en renfort. En arrivant sur place, on ne voyait que le blanc de la neige. Et puis en se rapprochant, on apercevait çà et là une main ou le canon d'un fusil qui dépassait. Avec toute cette neige, on avait peur que le service d'intendance qui allait passer derrière ne retrouve pas les corps avant le printemps.
On a donc mis les baïonnettes sur leurs fusils, qu'on a plantés dans le sol afin que le service d'intendance sache qu'il y avait un GI mort à cet endroit. Parce qu'au bout d'un moment, on ne voyait même plus de bosses dans la neige. La contre-attaque allemande a pris les Alliés par surprise. Les nazis fondent sur le bourg de Bastogne, carrefour stratégique traversé par 7 axes routiers. Pour l'état-major allié, les Allemands doivent être stoppés à tout prix. Toutes les permissions sont annulées. Alors âgé de 22 ans, le lieutenant Frank Gregg de la 101e division aéroportée était en permission à Reims. Un messager est venu me dire « Le colonel veut vous voir immédiatement ». Je suis allé sans attendre. Je me doutais que ça devait être sérieux. Il m'a dit « On lève le camp dès que les camions qui sont en train d'arriver seront chargés. On va dans une ville appelée Bastogne. Il faut qu'on y soit avant les Allemands. » Les hommes de la 101e division aéroportée américaine sont prêts à partir pour Bastogne. Âgé de 20 ans, Ed James fait partie de la célèbre Easy Company. On est monté dans les camions avec presque rien. On n'avait vraiment rien. On n'avait pas de manteau, pas de surchaussures, pas de gants. Je ne savais pas où on allait, ni ce qu'on allait y faire. Nous avons roulé toute la nuit sur les routes françaises, puis les routes belges, et nous nous sommes arrêtés dans une ferme. Le colonel nous a dit « À l'aube, vous et vos gars, vous allez suivre cette route. Quand vous croisez les Allemands, vous les arrêtez. » J'ai dit « Oui, mon colonel. » Les Allemands avaient des divisions entières et j'avais une centaine d'hommes armés de fusils. On s'est retrouvés encerclés en moins de 2. Les hommes de la section médicale, qui nous suivaient à l'arrière, avaient été capturés. Tous, jusqu'au dernier. Les Allemands étaient partout autour de nous. 180 000 soldats. C'est là que les combats ont commencé. Les troupes allemandes se resserrent autour des Alliés défendant Bastogne. Sur la route, on croisait des réfugiés qui allaient vers Bastogne. Je savais très bien ce que ça signifiait. Les Allemands n'étaient pas très loin derrière. Les Allemands sont apparus au sommet de la colline. On s'est retrouvés face à face. J'ai déployé mes hommes de chaque côté de la route. Les Allemands ont fait exactement la même chose. On a échangé des tirs pendant le reste de l'après-midi. Et ça n'a fait qu'empirer. Bastogne est assiégée depuis plusieurs jours. La météo empêche tout renfort aérien ou ravitaillement. La 101e est totalement cernée, coupée du reste des Alliés.
Parmi les hommes piégés ici, posté dans un trou avec sa mitrailleuse bien-aimée, Jiving John, le soldat Carl Beck. On n'avait que 17 ou 18 ans. On avait peur, bien sûr. Peur de l'inconnu, surtout. Mais notre plus grande peur, je pense que mes camarades seraient d'accord, ma plus grande peur, c'était de ne pas être à la hauteur de nos compagnons. Le commandant de notre compagnie s'appelait Hilton. Il m'a dit, Beck, prenez votre mitrailleuse et tirez une FPL. Ça veut dire Final Protective Line, dernière ligne protectrice. Ça consiste en fait à mitrailler les lignes ennemies par intermittence pour permettre aux soldats de se déplacer. Le lendemain matin, j'ai vu les corps des soldats allemands pris dans les barbelés. Ils avaient essayé de traverser, mais mes gars avaient fait du bon boulot et les en avaient empêchés. Ils avaient dû en descendre au moins 25. 25 corps qui pendaient dans les barbelés. Après avoir tué tous ces Allemands, on n'avait même pas besoin de les évacuer puisqu'ils gelaient sur place. Ils devenaient durs comme la pierre. Parfois, on les abattait juste devant notre trou et on ne pouvait plus les bouger. Alors on s'en servait comme table ou comme siège. C'était toujours moins froid que la neige, croyez-moi. Au milieu d'un brouillard épais et glacial, le thermomètre reste en dessous de zéro. Le ravitaillement est toujours impossible. On souffrait. On avait froid, on avait faim, on était trempés, mais on continuait. Encore et encore. C'était un enfer. On n'avait plus de nourriture et presque plus de munitions. Et puis le temps s'est amélioré. Et des C-47 sont enfin venus larguer quelques paquets. Un de mes chefs d'escadron est venu me voir et m'a dit « Lieutenant, vous avez reçu un paquet. » À ce moment-là, j'avais de la toile de jute autour des pieds. J'avais une paire de mitaines récupérées sur un soldat allemand. Je n'avais pas de bonnet. J'avais mon casque, évidemment. Je n'avais pas d'écharpe et encore moins de manteau. Je me suis dit, Dieu merci, quelqu'un m'envoie une écharpe ou un bonnet ou une paire de gants. Je débordais d'impatience. C'était un paquet assez étroit, d'environ 20 cm de long. Je l'ai ouvert et c'était un stylo à plumes. Exactement ce dont j'avais besoin. Finalement, le 26 décembre, la 3e armée des États-Unis perce les lignes ennemies pour libérer Bastogne. Ed, Frank et Carl font partie des forces américaines réduites ayant réussi à tenir tête aux innombrables troupes allemandes pendant une semaine. Ceux qui ont combattu lors du siège de Bastogne n'ont jamais eu le sentiment d'avoir été secourus. On était heureux de voir arriver la relève, croyez-moi. Mais on n'avait pas besoin d'être secourus, on pouvait encore se battre. Et pour le prouver, on est reparti de plus belle dans une forêt toute proche pour les affronter de nouveau. Une semaine après le début de la bataille des Ardennes, les Alliés perdent plusieurs centaines d'hommes par jour. Tandis qu'on évacue les morts et les blessés,
de jeunes recrues inexpérimentés sont dépêchés en urgence pour les remplacer au front. Les nouveaux arrivaient. On faisait connaissance avec eux et 2 jours plus tard, ils étaient morts. Il fallait renouveler 70% des effectifs en permanence. Quand on se retrouvait à 8 au lieu de 12 dans une escouade, c'était quand même un gros problème. On se faisait massacrer. Âgé de 18 ans et originaire de Boston, Bill Ryan a vu défiler bon nombre de jeunes recrues dans son unité. Ils nous envoyaient sans arrêt des bleus. Ces gamins ne savaient rien. Je me souviens du sergent-chef venant nous demander le nom d'un type qui était arrivé la veille. Il ne connaissait même pas son nom, vous vous rendez compte? Les nouveaux se faisaient tuer trop vite. Il fallait tenir la liste des disparus à jour et le sergent s'arrachait les cheveux parce qu'il ne connaissait pas le nom de ces gars. À peine débarqué sur le front, Gil Nelson, 19 ans, est envoyé en mission avec sa compagnie pour ce qu'il pense être un exercice. Soudain, j'ai entendu siffler une balle juste au-dessus de ma tête. Et puis le bruit des mitrailleuses allemandes. C'était la première fois qu'on entendait ce son. On était habitués au son des mitrailleuses américaines à l'entraînement. Elles font boum boum boum. Les mitrailleuses allemandes ne faisaient pas du tout le même bruit. On aurait dit des pétards chinois très rapides et qui claquaient au-dessus de votre tête. Le son était assourdissant. J'étais terrifié. Un déluge de balles passait au-dessus de nous. C'était le chaos. Le bruit, la vue du sang, la mort, les cris. À peine ont-ils mis le pied sur le champ de bataille que nombre de compagnons de Gil sont déjà morts ou blessés. Ce baptême du feu m'a profondément marqué. Il m'a obligé à réfléchir au sens de la vie. Le flux ininterrompu de recrues sans expérience finit par créer la confusion sur la ligne de front. Hitler donne l'ordre de semer la peur, l'angoisse et le chaos parmi les Alliés. Des Allemands en uniforme américain détournent la circulation, déplacent les panneaux routiers et coupent les lignes téléphoniques. Beaucoup d'entre eux avaient déjà vécu aux États-Unis. Ils connaissaient le baseball, les Yankees, les Giants. Quand on a appris que des soldats allemands avaient infiltré les troupes alliées, on sursautait au moindre bruit, persuadé que quelqu'un allait nous égorger. La tension était à son comble. Personne n'est hors de soupçon. La sécurité est renforcée. Des mots de passe sont mis en place. Cette nuit-là, le mot de passe était « Vive le vent ». Je crie donc « Vive le vent, vive le vent ». Et là, j'entends les balles siffler au-dessus de moi. Je me jette à terre et je hurle à mes hommes d'en faire autant. Je m'avance un peu en rampant. Je savais que j'avais affaire à des Anglais. Je crie de nouveau « Vive le vent, vive le vent, vive le vent, bon sang !» Et enfin, je vois un type avec un béret rouge sortir de derrière un camion et dire « C'est des Canadiens !» Je dis à mes hommes de se relever et de me suivre. Et je me retrouve face à un officier du 8e bataillon avec le sourire aux lèvres. Je lui dis « Mais pourquoi vous nous tirez dessus, enfin ?»
Et il me répond, vous n'avez pas donné le bon mot de passe. Vive le vent, c'était hier. Aujourd'hui, c'est Tobruk. Chacun est sur ses gardes, nerveux. Les récits d'atrocités commises par les troupes allemandes se répandent rapidement. Le 17 décembre, dans la ville belge de Malmedy, une Panzer Division SS capture tout un bataillon d'artilleurs américains. La plupart seront retrouvés morts dans la neige, tués d'une balle dans la nuque. La rumeur disait que 800 soldats avaient été tués, et puis c'est descendu à 80. Aujourd'hui encore, je ne crois pas qu'on sache exactement combien ils étaient, car ils ont dû attendre le dégel pour récupérer les corps. Mais l'information s'est vite répandue. Les SS avaient massacré des soldats à Malmedy. La consigne officieuse était donc de ne prendre aucun prisonnier. Si on nous envoyait en patrouille pour capturer les Allemands pour les interroger, là on ne les tuait pas. Mais s'ils venaient vers nous pour se rendre, on les abattait. Ed James se souvient d'un groupe d'Allemands capturés par l'Easy Company. On a déterminé qui était le chef du groupe et on lui a demandé où étaient les Allemands déguisés en GI. C'était une question vitale pour nous. Alors on lui a dit, tu as 5 secondes pour répondre, sinon on te fait sauter la cervelle. C'est ce qu'on a fait. Après ça, on n'a eu aucun problème pour obtenir les réponses qu'on voulait. À l'âge de 16 ans, Harley Reynolds a quitté sa famille pour rejoindre l'armée. Il s'est battu dans le désert d'Afrique du Nord et à travers toute l'Europe. Il se trouve maintenant avec sa compagnie au cœur de la forêt de Hurtgen. Une nuit, les Allemands nous ont pris par surprise. Ils avaient développé une sorte de pistolet de détresse qui ne lançait pas des fusées éclairantes, mais des grenades. Ça ne les lançait pas à plus de 20 ou 30 mètres, mais c'était une arme terrible, et c'était la première fois qu'on y était confronté. On aurait cru qu'ils envoyaient des bus ou des camions dans les airs. Lorsqu'une bombe explose aussi près de vous, vous n'êtes plus qu'une poupée de chiffon. L'onde de choc vous traverse. Vous devez retrouver vos esprits et vos sensations avant même de pouvoir espérer bouger. Ils nous ont taillés en pièces. À la fin, on n'était plus que 13 à être encore debout. Les autres ont été capturés, blessés ou gisent sans vie dans la neige. Apeurés, terrifiés, il n'y a pas vraiment de mots pour ça. J'aimerais pouvoir décrire cette peur. Je ne sais pas comment la décrire, car il y a un côté positif et un côté négatif à cette peur. Le côté positif, c'est qu'on devient comme insensible. On arrive à fonctionner malgré le danger de mort. Témoin du massacre, Harley est évacué du front. Après 2 années de combat, il est renvoyé chez lui. Je suis arrivé en haut de la côte, d'où je pouvais voir la maison. Mon père avait commencé à la construire juste avant que je parte.
et elle était terminée. Quand je l'ai vue, j'ai aperçu une de mes sœurs sur le porche. Elle aussi m'a vu en haut de la côte et elle m'a immédiatement reconnu. Elle a poussé un cri que j'entends encore aujourd'hui. Harley est revenu. Did it? Mes deux parents et mes sœurs étaient à la maison. Ils ont couru vers moi. Et la première chose que mon père m'a dite, c'est... Eh bien, fiston, on va enfin pouvoir dormir tranquille. Janvier 1945. Les Alliés commencent à reprendre le terrain perdu lors de la bataille des Ardennes. Des milliers d'hommes marchent vers les lignes ennemies, repoussant les Allemands, position après position. Au cœur de la forêt, Clayton Bird, 19 ans, est terré pour la nuit avec son régiment. Le matin, au réveil, on vérifie toujours que le groupe qui est à notre droite et le groupe qui est à notre gauche sont toujours là. C'est ce qu'on fait, mais il n'y avait plus personne. On a alors réalisé qu'on était désormais derrière les lignes ennemies, isolés, avec probablement de quoi tenir une journée en nourriture, eau et munitions. On était totalement coupés des Alliés, pas de radio, aucun moyen de communication. Au cours de la nuit, leur division a été attaquée et forcée de battre en retraite. Dans la confusion, le groupe de 26 hommes, dont Clayton faisait partie, a été oublié. Nos familles ont reçu un télégramme les informant que nous avions soit été capturés, soit tués. En tout cas, que nous avions disparu. On manquait à l'appel. On s'est demandé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on a découvert les corps de soldats américains attachés à des arbres. Ils avaient été maltraités et avaient servi de cible de tir. On a réalisé qu'il aurait pu nous arriver la même chose si on s'était rendu. À cause de ce qu'on venait de découvrir, on a décidé qu'on se battrait jusqu'à notre dernier souffle. Cette décision nous a en quelque sorte apporté une certaine sérénité. Il n'y avait plus à se poser de questions, il fallait faire ce qu'on avait à faire. Le lendemain matin, à l'aube, une section allemande est passée par là sans avoir eu vent de notre présence. On l'a liquidée. Une fois qu'ils ont compris qu'on était là, ils nous ont attaqués à distance en restant à environ 500 mètres. Sur un terrain plat, c'était un choix tactique complètement stupide. On les a décimés. Ils ont réessayé, mais de nuit, en utilisant une fusée éclairante pour pouvoir mieux nous exterminer. Mais ils n'ont pas envoyé leur fusée assez loin, il leur manquait bien une centaine de mètres. C'est nous qui avons profité de la lumière pour les anéantir.
On n'avait pas mangé depuis une semaine. Chaque balle tirée devait avoir une cible précise parce qu'on ne pouvait pas se permettre de gâcher des munitions. 7 jours durant, le petit groupe repousse les attaques des Allemands, pourtant en surnombre. Lorsque les Alliés parviennent enfin à réinvestir la forêt, ils y découvrent Clayton et ses hommes. Grâce à nous, les Allemands étaient en pleine confusion et ne savaient plus où se trouvait leur ligne de front, car ils ne s'attendaient pas à la trouver là où nous étions. On s'est tenu les coudes et on savait que si on devait y rester, on y resterait tous ensemble. Je suis fier de ce groupe de soldats. Le 28 janvier 1945, les Alliés ont reconquis tous les territoires pris par les Allemands. La bataille des Ardennes est terminée. Leurs efforts peuvent désormais se concentrer sur la ligne Siegfried, ultime ligne de défense ennemie. Sur plus de 600 km, les Allemands ont installé des dents de dragon, des barbelés, ainsi qu'un réseau de plus de 18 000 bunkers en béton lourdement armés. Après avoir réussi à s'extraire du territoire ennemi, la compagnie de Clayton Bird est chargée de franchir cet alignement de casemates. C'était assez compliqué. Il fallait trouver un moyen de viser la fente étroite qui leur servait à nous tirer dessus. On commençait par avancer au lance-flammes pour déloger d'éventuels fantassins. Des ingénieurs, comme Frank Cam, capables de faire sauter même les plus gros ouvrages de béton, viennent prêter main forte aux soldats. On envoyait un soldat déposer contre la porte une charge explosive d'une vingtaine de kilos équipée d'un détonateur à retardement. Il avait le temps de se planquer sur le côté et quand la charge explosait, elle soufflait la porte à l'intérieur, neutralisant tous les occupants. Ensuite, nos hommes intervenaient pour prendre le contrôle des lieux. Clayton Bird et sa compagnie sont chargés de détruire 4 casemates. C'est alors que se produit l'inattendu. On a aperçu un drapeau blanc qui sortait de l'ouverture. Un soldat allemand nous a crié « Si vous nous montrez votre puissance de feu, nous sommes prêts à nous rendre. » Et on a tiré des centaines, peut-être des milliers de coups de feu en l'air. On lui a offert un vrai feu d'artifice. En voyant ça, il s'est rendu. Et 2 autres casemates ont suivi le mouvement. Là aussi, les Allemands se sont rendus. Le matin suivant, les hommes de la 4e casemate se rendent à leur tour. On venait de prendre 4 casemates sans faire une seule victime. Ça faisait pas loin de 120 prisonniers de guerre. Une fois les casemates évacuées, les ingénieurs y placent des explosifs pour les démolir. Siegfried est en ruine. Les Alliés avancent vers le Rhin, dernier obstacle avant d'atteindre le cœur de l'Allemagne. Clayton Bird poursuit son périple jusqu'en Allemagne.
Pour avoir repoussé les Allemands alors qu'ils étaient piégés derrière les lignes ennemies, Clayton et ses hommes seront décorés de la Silver Star. Après avoir survécu aux horreurs de son baptême du feu, Gil Nelson finira sergent en charge des nouvelles recrues. Blessé par un tir de mortier lors du siège de Bastogne, le soldat Carl Beck portera jusqu'en Allemagne sa mitrailleuse bien-aimée, Jiving John. Dans le chapitre final, les Alliés traversent le Rhin tandis que les Allemands acculés tentent de les stopper. Si les tirs d'artillerie ne vous tuaient pas, c'était la noyade. À travers toute l'Europe, les Alliés découvrent le véritable visage de l'Allemagne nazie. Le sol était jonché de guenilles, dont l'odeur emplissait l'air. Ce n'étaient pas des guenilles, c'étaient des cadavres. Les avions britanniques bombardent Berlin, la ville la mieux défendue d'Europe. Le lieutenant-colonel a simplement désigné Berlin comme cible. Et 150 voix ont crié à l'unisson « Oh merde !»